Bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on va parler d'une star qui fait un retour assez remarqué dans nos jardins, le chou kale. Ah oui, le chou kale, ou chou frisé, parfois on l'appelle borécole aussi. C'est un légume fascinant, parce qu'il était là depuis très longtemps, les Romains le cultivaient déjà, figurez-vous. Puis bon, il a été un peu délaissé, et là il revient en force. Et pourquoi ce retour? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse de nouveau autant? Il y a plusieurs choses. Déjà, ses qualités nutritionnelles sont assez exceptionnelles. C'est bourré de vitamines, de minéraux, un vrai super aliment comme on dit. Et puis, et c'est pas négligeable pour les jardiniers, il est vraiment facile à cultiver. Facile, nutritif, et il nous donne des légumes en hiver. C'est ça aussi son grand atout, non? Quand le potager est un peu vide. Exactement. C'est une plante très rustique, elle n'a pas peur du froid. Au contraire, on va le voir. Et certaines variétés sont même assez jolies, presque ornementales. D'accord. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de donner un peu les clés pour réussir sa culture au potager. Par où on commence classiquement? Classiquement, par le semis, sans surprise. Et la bonne nouvelle, on a une grande souplesse. On peut semer de mars à août, en gros. Ah oui, quand même, large période. Oui, très large. On peut commencer dès février-mars, si on a un abri, un châssis, une serre, ou alors on sème plus tard, en mai, juin, juillet, pour étaler les récoltes et en avoir tout l'hiver, et même au début du printemps suivant. Ça, c'est vraiment pratique pour avoir des récoltes sur des mois et des mois. Et pour que ça germe bien, ces petites graines, elles ont besoin de quoi? Chaleur, humidité. Alors, si on est sous abri, une température entre 15 et 25 degrés, c'est l'idéal. Ça lève assez vite, en 6 à 10 jours, hop, c'est sorti. En pleine terre, on attend simplement que les dernières gelées soient passées, hein, pas de risque. Logique. Et le sol, il a des préférences? Oui, il aime bien un sol, disons, riche, assez profond si possible, et qui garde bien la fraîcheur. Un peu calcaire, ça lui plaît bien aussi, un pH autour de 6, 6,5 jusqu'à 7,5, un bon petit apport de compost avant de semer, genre 3 kilos au mètre carré, ça lui fait très plaisir. D'accord, donc on prépare bien son terrain. Et le geste du semis lui-même, on fait des trous profonds. Ah non, pas du tout. Très superficiel. 1 ou 2 centimètres de profondeur, ça suffit largement. On trace un petit sillon, on dépose les graines tous les 3 ou 4 centimètres, on recouvre à peine de terre fine, on tasse un petit coup, et surtout, on arrose et on maintient humide jusqu'à la levée. On peut aussi faire ça en godet, j'imagine? Sous abri, par exemple? Tout à fait, oui. C'est même très pratique, ça permet de bien gérer l'espacement final après. Et point important, l'éclaircissage. Quand les jeunes plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, pas juste les cotylédons là, il faut choisir les plus beaux, les plus vigoureux et enlever les autres pour leur laisser de la place. Soit on les espace de 10 centimètres pour les repliquer plus tard, soit on laisse directement l'espacement final si on a semé en place. Justement, le repiquage ou la plantation, quand est-ce qu'on sait que nos petits plants sont prêts à aller à leur place définitive? Quand ils ont une bonne petite taille, disons 5 à 7 centimètres de haut, et qu'ils ont développé 6 à 8 vraies feuilles. Ok. Ça arrive généralement 6 à 8 semaines après le semis. Ok. 6-8 semaines. Et on les met où? Plein soleil, mi-ombre? Idéalement en plein soleil. Mais si on habite une région où l'été tape vraiment fort, un peu de mi-ombre l'après-midi, ça peut être pas mal aussi. Le sol, comme pour le semis, profond, bien amendé avec du compost ou du fumier bien décomposé. Et surtout qui draine bien, pas d'eau stagnante. Et l'espacement entre les plants, parce que j'ai vu des kales devenir assez énormes. Oui, ça varie beaucoup. Pour les variétés classiques, on va dire entre 40 et 60 centimètres entre chaque plant. Mais pour certaines, les plus grandes, les géantes, faut pas hésiter à aller jusqu'à 80 centimètres. Carrément. Oui, oui. Et entre les rangs, laissez au moins 60 centimètres, voire 1 mètre, pour pouvoir circuler, biner, récolter facilement. Une astuce pour la plantation. Oui, une bonne astuce. Enterrer la tige jusqu'aux premières vraies feuilles. Ça aide la plante à bien s'ancrer dans le sol, surtout si c'est une variété qui monte un peu haut. Ça évite qu'elle ne verse avec le vent ou le poids des feuilles. Et bien sûr, on tasse un peu la terre autour et on arrose copieusement juste après la plantation. C'est essentiel pour la reprise. Bon, une fois qu'ils sont bien installés, nos choux kale, est-ce qu'ils demandent beaucoup d'entretien? Arrosage, nourriture? Alors l'arrosage, c'est surtout important au début. Après la plantation, pour que les racines s'installent bien. Ensuite, il faut maintenir le sol frais, mais sans excès. Lequel n'aime pas avoir les pieds dans l'eau en permanence. On arrose modérément, sauf bien sûr en cas de grosse sécheresse. Et toujours au pied de la plante, pour éviter de mouiller les feuilles et de favoriser les maladies. Le paillage doit aider pour ça, non? Garder le sol frais? Exactement. Le paillage, c'est top pour le kale. Que ce soit de la paille, des feuilles mortes, du broyat,
Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes et ça protège un peu le sol en hiver. Vraiment à conseiller. Et côté fertilisation, c'est un gourmand comme les autres choux? Moins. Beaucoup moins gourmand que les choux paumés, par exemple. Normalement, si on a bien préparé le sol avec du compost au départ, ça lui suffit pour toute la saison. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, si jamais on voit que la croissance est un peu faiblarde, on peut donner un petit coup de pouce avec un engrais organique léger, riche en azote, mais au début de la croissance seulement. Faut pas en mettre trop, surtout pas d'excès d'azote. D'accord. Et on entend parfois parler de buter les choux. C'est utile pour le kale? Ça peut l'être, oui. Surtout pour les variétés un peu hautes, comme je disais. Ramener un peu de terre au pied, ça renforce l'ancrage, ça stabilise la plante. C'est un petit plus. On a évoqué sa résistance au froid. Jusqu'où ça va, cette résistance? C'est impressionnant, non? Ah mais c'est son super pouvoir. Il est vraiment très rustique. La plupart des variétés tiennent sans souci jusqu'à moins 15 degrés. Moins 15 degrés? Oui, oui, et certaines descendent même à moins 20 degrés sans brancher. Et le plus fou, c'est que le froid améliore son goût. Ah oui? Comment ça? En réaction au gel, la plante concentre les sucres dans ses feuilles pour se protéger. Du coup, elles deviennent plus tendres et plus douces, moins amères. Donc n'hésitez pas à le laisser affronter les premières gelées avant de récolter. C'est une super info, ça. Faut pas avoir peur du gel, au contraire. Et la récolte, justement, elle s'étale sur combien de temps? Et comment on fait? Alors, la période de récolte est très longue. Selon la date de semis et la variété, ça peut aller d'octobre jusqu'à mars, voire avril. Tout l'hiver, donc. Oui, c'est vraiment une ressource précieuse quand il n'y a plus grand-chose d'autre au potager. Pour la technique, c'est simple. On ne coupe pas toute la plante d'un coup. On récolte feuille par feuille, en commençant toujours par les feuilles du bas, les plus anciennes et les plus grandes. Et on laisse le cœur? On laisse le cœur intact, oui. La plante va continuer à produire de nouvelles feuilles au sommet. C'est ça qui permet une récolte continue sur des mois. On prend juste ce dont on a besoin. Avec un couteau, des ciseaux? Oui, une coupe nette au couteau ou au ciseau, près de la tige principale. C'est propre et ça n'abîme pas la plante. Et ça donne beaucoup, un pied de kale? Et comment on le conserve? Ça peut être assez généreux, oui. On peut espérer entre 500 grammes et parfois jusqu'à 2 kilos de feuilles par pied sur toute la saison. Pour la conservation, ça se garde quelques jours dans le bac à légumes du frigo, dans un sac perforé ou un linge humide. Si on en a beaucoup, on peut aussi le congeler. Le mieux, c'est de le blanchir rapidement, 3 minutes dans l'eau bouillante, puis de le plonger dans l'eau glacée avant de le mettre au congélateur. Il se tiendra mieux. Parfait. Et il existe beaucoup de variétés différentes. On voit des couleurs, des formes de feuilles très variées. Ah oui, il y a une belle diversité. On a les classiques bien frisés et très rustiques, comme le Westland Sea Winter, parfait pour l'hiver. Il a des variétés plus colorées, comme le Red Monarch ou le Scarlet, avec des feuilles et des nervures pourpres, très décoratives même dans une assiette. Et celui qui est très à la mode là, le noir de Toscane. Oui, le lacinato, ou noir de Toscane, qu'on appelle aussi chou palmier à cause de sa forme. Ses feuilles sont longues, vert très foncé, presque noir, un peu cloqué. Il est excellent, plus tendre que des frisés. Super en chips de kale, par exemple. Ça donne envie. Et côté souci, est-ce qu'il est sensible aux maladies, aux petites bêtes? Franchement, il est plutôt résistant. C'est un de ses avantages. Il craint beaucoup moins la hernie du chou, qui est un vrai problème pour d'autres choux, les paumés notamment. La pierrette du chou, ce papillon blanc dont les chenilles dévorent les feuilles, l'attaque aussi moins que les choux paumés. Il est moins appétant pour elle, on dirait. C'est déjà ça de gagner. Mais il doit bien y avoir quelques ennemis quand même. Oui, bien sûr. Les pucerons peuvent parfois s'installer, surtout au printemps. Mais bon, une pulvérisation d'eau savonneuse avec du savon noir, ça règle souvent le problème. Au début de la culture, quand les plants sont jeunes, attention aux limaces et escargots, les grands classiques. Des granulés de phosphate ferrique, des pièges à bière ou la récolte manuelle la nuit. Et puis il y a les altises. Ces tout petits coléoptères noirs et sauteurs qui font plein de petits trous dans les feuilles. Ah oui, les puces de terre. C'est ça. Ils sont surtout gênants sur les jeunes plants. Un voile anti-insectes au début peut les contrer. Ou maintenir le sol humide, elles aiment moins ça. Saupoudrer de la cendre de bois humide peut aussi les gêner. Donc, comme souvent, la prévention est la meilleure approche. Exactement. La base, c'est la rotation des cultures. Ne pas replanter de kale ni aucun autre membre de la famille des brassicacées. Choux, navets, radis, roquettes, au même endroit avant 4 ou 5 ans. C'est crucial pour éviter l'épuisement du sol et l'installation des maladies comme la hernie. 4-5 ans, c'est important de le noter. Oui. Et puis, bien espacer les plants. On en a parlé. Ça permet à l'air de circuler, ça limite l'humidité sur les feuilles et donc les maladies. Et l'arrosage au pied toujours. Ce sont des gestes simples mais efficaces. On arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des plantes que le kale aime bien avoir comme voisines ou au contraire qu'il faut éviter? Des associations? Oui, il y a des compagnonnages intéressants. L'ail, l'oignon, l'échalote, plantés à proximité,
peuvent aider à repousser certains insectes. Les plantes aromatiques, comme la menthe, la mélisse, l'aneth aussi, peuvent avoir un effet bénéfique, attirer les auxiliaires ou repousser des ravageurs. Et, dans la rotation, planter des légumineuses comme les pois ou les haricots, avant ou après le kale, c'est bien car elles enrichissent le sol en azote. Et les mauvaises associations? Il faut éviter de le mettre trop près des frasiers, apparemment ça ne fonctionne pas très bien. Et bien sûr, éviter la proximité immédiate d'autres brassicacées pour ne pas concentrer les mêmes ravageurs et maladies. Quelques derniers conseils ou astuces pour celles et ceux qui voudraient se lancer? Pensez à adapter le choix de la variété et le moment du semis à votre climat. Si vous avez des étés très chauds, privilégiez peut-être une plantation un peu plus tardive pour une récolte d'automne-hiver. Échelonner les semis, c'est vraiment une bonne idée pour avoir une récolte continue plutôt que tout en même temps. Et n'oubliez pas son potentiel ornemental, hein. Un beau calet pourpre ou un noir de Toscane dans un massif de fleurs ou en pot sur une terrasse, ça peut être très sympa aussi. Super. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Le chou kale, c'est donc un légume vraiment intéressant, facile à cultiver, hyper nutritif, productif en hiver, là où on manque de verdure, et même décoratif. Que demander de plus? C'est tout à fait ça. C'est une belle redécouverte, je trouve. Ça montre aussi la richesse de ces légumes un peu anciens, parfois oubliés, et leur formidable capacité d'adaptation. Une plante rustique et généreuse, quoi. Dans les notes qui accompagnent cette discussion, des liens essentiels pointent vers des ressources complémentaires, notamment un article détaillé et des vidéos pour approfondir le sujet. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir, Evelyne. Et merci à tous pour votre écoute du podcast de Potager Maestro. On vous souhaite de belles cultures de kale et on vous dit à bientôt pour une prochaine exploration potagère.